Tout le monde connaît ou a au moins déjà vu une paire de Doc Martens dans sa vie, reconnaissable par sa couture jaune et sa semelle légèrement translucide. Cette marque chargée en histoire s'est vue changer son image de manière assez radicale en plus de 60 ans d'existence, jusqu'à devenir une marque proposant des produits de moins en moins de bonne qualité, tout en augmentant ses prix. Et c'est là qu'intervient Solover, une entreprise qui copie littéralement les modèles classiques de Doc Martens, mais en proposant une qualité plus aboutie pour seulement quelques euros de plus. Alors supercherie ou pas, aujourd'hui on se penche sur le sujet, mais pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour plus de contenu de ce type. Mais avant tout, un petit point historique pour recontextualiser. Après un accident de ski en 1945, Klaus Martens, un médecin allemand, imagine une chaussure plus confortable avec l'aide de son ami ingénieur Herbert Funk, grâce à une semelle soudée à chaud contenant de l'air, ce qui lui donne un effet amortissant, bien loin des habituelles semelles en cuir de l'époque. À l'origine, cette chaussure est surtout pensée comme un modèle orthopédique et sera la toute première chaussure montée sur un coussin d'air. Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Cette invention connaît vite un très grand succès, si bien qu'un brevet est déposé. Pour la fabriquer dans l'Allemagne d'après-guerre, il réutilise des matériaux militaires récupérés, le caoutchouc d'avions abandonnés pour les semelles, du métal provenant d'uniformes pour les œillets, ainsi que du cuir issu d'équipements de soldats. Comme quoi, on n'a pas attendu les années 2020 pour faire de l'upcycling. Le modèle connaît rapidement un succès dès 1947, notamment parce qu'il permet de marcher plus facilement dans des villes encore marquées par la destruction de la guerre. Une usine ouvre à Munich en 1952 et la marque propose déjà plein de modèles. À cette époque, la clientèle est majoritairement féminine. Quelques années plus tard, l'invention traverse la Manche lorsque la famille Griggs rachète la licence de semelle à coussin d'air pour le marché britannique et sort un modèle devenu iconique depuis, le 1460. Pour l'anecdote, le modèle s'appelle ainsi car il est sorti le 1er avril 1960. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Pourquoi se prendre la tête après tout? Les Griggs renomment le procédé de la semelle en air le airwear. C'est ce qui est écrit sur la languette sur l'arrière de la chaussure. La famille Griggs modifie plusieurs éléments du design. Un bout plus arrondi, une semelle transparente à rainure, laissant apparaître le coussin d'air, ainsi que la célèbre couture jaune qui rend la chaussure immédiatement identifiable, et rendent hommage au créateur de la semelle en nommant la marque de son nom. Enfin, en le changeant un petit peu pour que ce soit plus audible pour le marché britannique, passant de ça à ça. Pour l'anecdote, la célèbre semelle translucide n'a pas changé depuis 1960, en dehors à de rares exceptions pour des collections bien précises. Information importante pour la suite de la vidéo, Doc Martens ne produit pas ses propres chaussures. Ils font appel dans ces années-là à NPS Shoes, un fabricant de chaussures anglais basé dans le village de Wallonston. Les Doc Martens, de par leur confort et leur prix bon marché, 2 livres sterling en 1960, ce qui correspond environ à 70 € aujourd'hui avec l'inflation, deviennent alors très populaires chez les travailleurs, que ce soit les ouvriers, le personnel hospitalier ou encore les policiers. Et plus tard, elles seront également adoptées par différentes sous-cultures britanniques, comme les skinheads, qui les utilisent comme symbole de contestation sociale. Mais on y reviendra plus tard. Après les années punk, grunge ou encore Britpop, l'engouement autour des Docs baisse, et la société est en difficulté financière, et au cours de la fin des années 90, au bord de la faillite. Elle exporte massivement sa production en Thaïlande et en Chine. Toutefois, il existe toujours une gamme premium Made in England, fabriquée dans une usine historique de Wallonston, qui représente environ 1% de la production totale de la marque. C'est pas grand chose. Et c'est là qu'entre en jeu Solover. C'est en 1959 que sortira d'ailleurs des ateliers NPS la première paire de Doc Martens. En effet, comme dit précédemment, Doc Martens ne possédait pas d'usine propre et passe donc par plusieurs fabricants anglais. NPS fabriquera donc sous licence des Doc Martens by Solover pour Sol of Air ou semelle à air pour leur légèreté. L'histoire ne dure cependant pas et dans les années 90, la marque est au bord de la faillite. En effet, Doc Martens délocalise petit à petit sa production et décide l'arrêt de leur collaboration avec NPS. Cependant, NPS décide de continuer et d'utiliser le nom de marque Solover pour sa propre marque. La société vivote jusqu'à rencontrer de sérieux problèmes financiers et continue de souffrir durant plusieurs années, mais en 2006, Ivor Tiley, un habitant du village de Wallonston, amoureux de chaussures et ayant travaillé dans le secteur pendant plus de 45 ans, décide, avec l'accord des salariés, de racheter NPS et fait renaître la société de ses cendres. Solover est donc le fabricant historique de Doc Martens, mais pendant que Doc devenait une marque mondiale, Solover a choisi une autre approche, plus artisanale entre guillemets, encore basée sur certaines méthodes traditionnelles.
la production est uniquement en Angleterre et le volume de production est plus limité, donc un axe plus niche. C'est vrai qu'une dock c'est plutôt joli, mais aujourd'hui c'est une paire made in China. Semelle collée, absolument pas cousue, la couture jaune n'a plus du tout de logique utilitaire et est uniquement là pour faire joli et rappeler que c'est une dock. C'est un symbole identitaire. Le cuir qui est très souvent book-bindé, c'est-à-dire un cuir de mauvaise qualité et qui est recouvert d'une légère fine couche plastifiée, il y a de fortes chances que ce soit de l'acrylique, ce qui fait que le cuir devient impossible à traiter et donc rend difficile l'entretien de la chaussure. Vos crèmes et cirages ne servent alors plus à grand chose. Ce film plastique permet à la chaussure d'avoir un rendu plus lisse et brillant, ce qui est une figure de style parfaitement entendable, mais il vaut mieux préférer un cuir brillant naturel comme le box calf, un cuir longuement poli afin d'obtenir une surface brillante, presque comme un miroir, ou encore un cuir verni, qui certes est assez audacieux et stylistiquement, mais au moins vous aurez l'assurance que vous pourrez entretenir votre paire et donc en profiter davantage sur la durée. Alors qu'une paire de Solover, c'est un montage Goodyear, c'est-à-dire un type de cousu très robuste qui permet de ressemeler sa chaussure à sa guise, accompagné d'un cuir robuste et d'une tige en bois contrairement aux docks qui n'en contiennent pas et sont donc beaucoup plus fragiles. Pour une paire à 200 balles ou plus selon les modèles, ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Dans un rapport qualité-prix, Solover enterre Doc Martens. Et la clientèle de Doc se plaint de plus en plus de problèmes de semelles qui se décollent ou de la qualité du cuir qui baisse d'année en année. Le véritable problème vient de l'héritage de la marque. Son image était associée à une société qui fabriquait des chaussures robustes, et surtout pour un prix raisonnable. Aujourd'hui, les prix augmentent alors que la qualité diminue. Prenons comme exemple le modèle phare, le 1460, appelé le 8i Derby Boot chez Solover. Les deux semelles sont en caoutchouc, mais sans tige chez Doc et une tige en bois chez Solover. Les paires de chez Doc sont difficiles à ressemeler, et il vaut mieux parfois racheter une paire, contrairement à Solover. Le cuir est un peu plus rigide chez Solover. Il y a aussi de petites différences esthétiques. La couture jaune de Doc devient plus sobre chez Solover, qui adopte une couleur gris foncé. La semelle aussi est plus foncée. La languette en haut du talon qui n'inscrit plus Airwear with Bouncing Soles, mais Solover, en vert ou en noir. Et les paires de Solover sont légèrement plus fines que chez Doc, qui adoptent une silhouette légèrement plus massive. Beaucoup de clients disent d'ailleurs que les modèles de chez Solover ressemblent davantage aux anciens modèles de chez Doc made in England. Mais la grande différence se situe surtout au niveau du prix. 200 € pour le modèle iconique de chez Doc, tandis qu'on atteint les 220 € pour le modèle de Solover. Sauf qu'a priori, rajouter 20 balles pour un cuir de meilleure qualité, une tige en bois et une fabrication anglaise, c'est pas cher payé. Mais si toutefois on souhaite se payer une paire made in England chez Doc, c'est 270 balles. Donc 50 balles de plus que la Solover et 70 balles de plus que la Doc produit en Asie. Si vous cherchez un modèle classique sans trop de fantaisie, je pense que le choix est vite fait. Alors, il n'y a pas de problème si vous savez ce que vous achetez. Mais il reste toujours cette petite idée dans l'esprit collectif que Doc est une marque de bottes de qualité, alors que la marque aujourd'hui est beaucoup plus axée mode et tendance que durabilité. Et c'est d'ailleurs là le gros point fort comparé à son concurrent. Leur catalogue, beaucoup plus varié, des sandales, des chaussures à plateforme, des Chelsea boots, de la couleur à tout va, des motifs à tire-larigot, en bref, un univers beaucoup plus fantaisiste et fashion. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on bosse nous. Il y en a absolument pour tous les goûts. La marque a même collaboré avec des marques de luxe comme Rick Owens ou Raf Simons au cours des dernières années. Il y a une véritable bascule dans l'identité de la marque. Et c'est vraiment cette dynamique-là qui m'intéresse. Tandis que Doc Martens est devenu une marque axée très grand public, presque un objet consommable, qu'on change chaque saison et dont on attend les prochaines collections pour rester tendance, Solover récupère les déçus de la marque. Cette partie de la clientèle qui recherche une vision plus héritage et workwear. Une clientèle souvent plus masculine qui, avant d'acheter un produit, recherche une histoire et du sens. Sans être supérieure à l'autre, ce sont deux visions tout à fait différentes, avec chacune son marché et sa clientèle, même si les modèles originaux sont les mêmes, ou presque. C'est un exemple parfait pour démontrer que la direction artistique et la vision globale d'une marque, en partant d'un même produit, peut attirer une clientèle essentiellement différente. J'aime profondément certains modèles de chez Doc et de Solover, en particulier les plus classiques. C'est précisément ce qui a motivé cette vidéo. Ce sont des modèles qui ont réussi à traverser plusieurs styles tout en restant cohérents avec chacun d'entre eux, au travers des époques et générations. Ce qui, à mon sens, démontre la grande polyvalence de ces produits. Au départ, on était uniquement sur des boots utilitaires, purement workwear, un look fonctionnel porté par les travailleurs. Et c'est là la grande force du workwear.
traduit littéralement par vêtements de travail. C'est une esthétique qui, au-delà de son confort et de son aspect fonctionnel, se marie parfaitement avec d'autres styles. Que vous soyez plus casual, techwear, streetwear, rock vintage, minimaliste ou même d'avant-garde, il y aura toujours des pièces workwear qui s'accorderont facilement avec votre garde-robe. Et ça, les sous-cultures des années 60 et 70 l'avaient bien compris. Les skinheads issus de la classe ouvrière du Royaume-Uni en sont un très bon exemple. Ils s'approprient le style workwear pour le pousser vers quelque chose de plus brut et urbain. Les docks, l'élément principal de leur style, étaient accompagnés d'un jean droit, comme l'iconique Levi's 501, la Harrington Jacket, des chemises ajustées, des polos, des bretelles et le crâne rasé. Le look skinhead est aussi fortement influencé par la culture des mods, un mouvement culturel obsédé par certains vêtements et féru de musique noire. Car oui, les skinheads n'étaient pas un regroupement de racistes à la base, mais un mouvement de jeunes gens issus de quartiers populaires fascinés par la modernité. Puis il y a eu de la récupération politique, pour ne pas changer. Mais en gros, l'idée principale était de se tourner vers une esthétique plus élégante, entre guillemets, et moderne. Au cours des années 70 et 80, c'est au tour des punks et plus largement du punk rock de s'approprier la marque avec des groupes comme Clash ou Sex Pistols qui ont grandement participé à sa popularité. Puis des styles qui dérivent du punk et du post-punk comme le new wave ou le goth avec des univers plus hétéroclites. En seulement quelques années, on est passé d'ouvriers à des jeunes gens qui osent le maquillage et des allures théâtrales. On commence même à customiser ses docks à cette époque, avec des clous ou de la peinture par exemple. Le tout en n'étant jamais choquant. Quand je dis que le workwear et que Doc Martens sont polyvalents, c'est pas des blagues. Au cours des années 80 et 90, des milieux plus hardcore, qui rejettent le glamour, adoptent aussi les Doc Martens, comme le metal, le grunge, le hardcore punk ou d'autres styles un peu plus grand public et aussi un peu plus glamour comme la Britpop ou la pop alternative. En bref, la doc touche toutes les cultures underground et ou alternatives. Tout le monde y passe et tout se fait de manière très organique. Pas besoin de grandes campagnes promotionnelles qui visent à rendre la chaussure sexy et désirable. Courant des années 2000, la marque passe le cap de la mondialisation. Elle passe sur des styles plus mainstream, tente de séduire le marché du streetwear par exemple, mais aussi les cultures hors des circuits de sous-culture, au point de devenir durant les années 2010 ce que j'appelle un produit instagrammable, c'est-à-dire un objet facilement reconnaissable qui rend bien en photo et parfaitement adapté pour les réseaux sociaux. La doc n'est plus porteuse d'héritage et de sens, mais devient un objet cool et tendance aux yeux de la masse. On est sur une marque qui sort un modèle avec des cœurs à l'occasion de la Saint-Valentin. On est très loin de l'esprit rebelle et sous-culture. Malgré ça, certaines sous-cultures ou passionnés de mode continuent de porter des docks ou même des solos verts. Et c'est tant mieux. C'est une paire polyvalente qui se fusionne très bien avec plein de styles différents, qui reste en plus de ça très confortable, et 1000 fois plus stylé que la majorité des sneakers qu'on voit aujourd'hui. Et hop, une balle perdue pour les sneakerheads. Au final, Doc Martens et Solo Vert partent du même point, mais ne jouent plus dans la même cour. L'un est devenu une icône mondiale, accessible et tendance, mais impossible à ignorer. L'autre reste plus discret, plus fidèle à ses origines, avec une approche beaucoup plus artisanale. Deux visions, deux directions artistiques pour un même héritage. Et au fond, la vraie question, c'est pas qui est le meilleur, mais plutôt qu'est-ce que toi, tu recherches dans une paire de chaussures. Alors écris en commentaire plutôt Doc Martens ou Solo Vert. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de la commenter. Et surtout, je me répète un petit peu mais ça favorise l'algorithme YouTube et surtout ça m'intéresse, mais dites-moi si vous êtes plutôt Solo Vert ou Doc Martens, ou même aucun des deux. Merci de votre attention et à la prochaine.